Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Ressorts et enjeux de l'étude. 1.1 Contexte et énoncé du problème. Questionner le fonctionnement du champ universitaire congolais après 20 ans du partenariat éducatif pour en saisir le ressort S, le progrès réalisé et ouvrir les perspectives, telle se résume l'ambition de cette étude. Dans ce champ en effet, le partenariat éducatif a émergé comme alternative à la situation sinistrée provoquée par la coupe drastique des financements publics. Confronté à la contraction de ses ressources et pour ce fait, soumis dès l'année 1982 à la cure d'amaigrissement des pas, l'État zaïrois congolais avait quasi interrompu à partir de 1990 l'allocation des subsides à l'ensemble du secteur éducatif. Il en est résulté que la part de l'éducation dans le budget national est passée de 25% à 7% entre 1980 et 1986, jusqu'à atteindre le fond de moins 1% pendant toute la décennie 1990, Poncelet, André et Deherth, 2010/24. Durant ces longues années, l'État ne versait plus de frais de fonctionnement aux établissements d'enseignement. Bref, l'investissement ne relevait simplement plus des pratiques politiques gouvernementales dans ce secteur. Mindo Ngonga, 2012/184b. Et simultanément, s'arrêtait la coopération avec les principaux bailleurs de fonds, en représailles aux tentatives mobutistes de contournement et ou de récupération du processus de démocratisation. Il en a résulté plusieurs conséquences, notamment la suppression des bourses d'études pour les étudiants, la réduction drastique des salaires, des frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, des grèves à répétition, des années blanches, etc., augurant l'arrêt de l'offre éducative universitaire pourtant attendue. C'est dans ce contexte que s'est négocié le partenariat éducatif dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Les autorités académiques, les enseignants et les étudiants avaient convenu d'un nouveau mode de financement du fonctionnement de leurs établissements. Les étudiants devaient désormais financer eux-mêmes leur formation en payant des frais qualifiés de primes de sauvetage. Sur le plan institutionnel, le partenariat éducatif répondait à l'impératif de la pérennisation de l'université congolaise menacée de disparition par le désinvestissement de l'État. Dans le vocabulaire de l'époque, il s'agissait de sauver les années académiques, afin d'éviter de compromettre l'avenir de la jeunesse zaïroise congolaise. Sur le plan socio-économique, il a été conçu comme une alternative aux salaires de misère payés irrégulièrement par l'État, et un remède à la crise socio-économique qui battait son plein au pays. Politiquement, il s'interprétait comme une résistance populaire contre le pouvoir mobutiste décidé de formater toutes les couches sociales qui en contestaient la légitimité pendant la transition démocratique, particulièrement les milieux universitaires qui se montraient plus rétifs. Sans consacrer la privatisation totale de l'enseignement supérieur et universitaire, ce mode de financement a contribué à la survie de l'université congolaise. Il a permis à l'université de perpétuer la lumière de la science au cœur des ténèbres de la crise congolaise. Roberts et Petit, 2009/650. Sous ce régime, une importante partie de la forte et croissante demande de la formation universitaire a été épongée, entraînant par devers lui une prolifération des dits établissements, si bien qu'en 2010, il a été dénombré 1578 établissements d'enseignement supérieur et universitaire, publics et privés, gérant plus ou moins 200 000 étudiants, MINESU, rapport d'audit, 2010. Ce mode de financement a enfin servi à l'entretien de toute la bureaucratie administrative de l'enseignement supérieur et universitaire congolais et, dans certains cas, à l'érection des infrastructures académiques. Ainsi, à en croire Willy Bongo Passy et Télésphore Tsakala Munikengi, 2004/99, c'est grâce à l'engagement, au sacrifice, au pragmatisme et au dévouement des professeurs ainsi qu'à l'aide financière des étudiants et de leurs familles que l'université congolaise a été sauvée si bien que, selon les auteurs précités, le système éducatif est parmi les rares services publics du pays qui, pour ne pas disparaître, s'est organisé avec les moyens de bord, sans pour autant trahir sa vocation. Mais au fil des ans, le déploiement du partenariat éducatif transforme les institutions universitaires, pour parler comme Jean-Pierre Olivier de Sardan, 1995/58-59, en un marché et une arène.
Un marché parce que son institutionnalisation s'est accompagnée de la vénalisation de toutes les prestations tant académiques qu'administratives. Une arène parce que ces institutions sont devenues une scène où s'affrontent divers acteurs sociaux autour d'enjeux de pouvoir, d'influence, de prestige, de notoriété, de contrôle. Qu'on en juge par la présence de multiples corporations qui ont émergé dans le champ universitaire, s'opposant autour des intérêts divergents sur fond des logiques de caste et revendiquant de nouvelles légitimités. Ainsi, l'université devient-elle un lieu d'analyse des logiques et des stratégies sociales et politiques. Et là, 1990 sur 254. Des acteurs qui président à sa fonctionnalité au point que, pour paraphraser une fois de plus Jean-Pierre Olivier de Sardan 1995 sur 59, ni la rhétorique salvatrice, ni les évocations patriotiques, aussi réelles que respectables, ne peuvent occulter la logique marchande et les luttes de pouvoir qui sous-tendent le partenariat. C'est au dévoilement de cette logique et de ces jeux du pouvoir, versant souvent oublié sinon méconnu des analyses institutionnelles, que nous consacrons ces réflexions. Une telle perspective permet, pour emprunter les termes de Laurence Proto, 2002 sur 14, de rompre avec les interprétations du sens commun qui attribuent les pénuries du système scolaire à la seule récession économique et de préciser les dynamiques de transformation et ou de reproduction des institutions en leur sein. Au fond, l'étude du partenariat éducatif présente un intérêt à plus d'un égard. Elle offre un cadre pertinent d'analyse des changements en cours dans le champ universitaire congolais et de différents problèmes qui le minent. En même temps, elle est révélatrice des formes de domination à l'œuvre dans toutes les sociétés, Bianchini 2004 sur 241, et de tous les soubresauts subséquents. Enfin, parce que l'enseignement supérieur n'est qu'un sous-système de la société globale et que sa crise dépasse le seul cadre académique et renvoie à celle de la société tout entière, Verhagen, 1978 sur 6, la compréhension des avatars de l'université à l'ère du partenariat est susceptible de renseigner sur le fonctionnement de l'ensemble des institutions de la société congolaise où les normes pratiques prévalent sur celles juridico-légales. 1.2. Visée de l'étude. Nous voulons montrer qu'en dépit de ces effets pervers sporadiquement dénoncés lors des liturgies officielles, le partenariat éducatif en milieu universitaire congolais fait l'objet d'un consensus politique. Aujourd'hui, même si les voix s'élèvent timidement et progressivement pour en dénoncer les méfaits, le partenariat éducatif en milieu universitaire que d'aucuns croyaient provisoire continue son bonhomme de chemin. Il s'est imposé comme le mode de fonctionnement qui garantit le déroulement normal des années académiques et arrange tous les partenaires éducatifs. Si les enseignants y trouvent une garantie de l'autonomie vis-à-vis de l'État, une stratégie de protection de leur emploi et de résorption des effets de la crise, les étudiants en profitent pour conquérir dans une médiocrité tranquille et heureuse, Elikiam Bokolo 2007 sur 13, des diplômes tandis que l'État se fait la bonne conscience d'être déchargé de ses responsabilités et à l'abri des pressions de la communauté universitaire. C'est la raison pour laquelle les appels renouvelés au début de chaque année académique, aussi bien par le gouvernement congolais, les enseignants que par les étudiants et leurs parents, pour abroger ce mode de fonctionnement de l'université, n'ont jamais trouvé un début d'exécution. Par ailleurs, il s'agit de scruter dans le contexte d'un État concessionnaire, Poncelet, André et Deherth, 2010 sur 39, les formes de négociation auxquelles sont soumises les règles institutionnelles au niveau local. Ces règles, tout en étant en vigueur, informent moins le fonctionnement des institutions que les normes pratiques qui donnent accès à la rationalité de la praxis dans le champ universitaire congolais. Cependant, cette ambition aurait peu d'importance et serait moins instructive si elle se réduisait à une entreprise pamphlétaire en mettant à nu des pratiques peu recommandables du champ universitaire congolais. Ces lettres de noblesse lui viennent du fait qu'elle permet la compréhension du fonctionnement de l'institution universitaire et de consolider les acquis actuels du modèle partenarial, pour faire de l'université un véritable fer de lance du développement national. Ainsi, à l'objectif analytique sus évoqué s'arrime un objectif opérationnel. Interroger l'efficacité, les contraintes et les issues possibles de ce mode de financement de l'enseignement supérieur et universitaire de manière à évaluer les pratiques actuelles et les enjeux du partenariat éducatif, à formuler des principes susceptibles de l'améliorer et enfin,
à simuler les possibilités et les conditions d'extension du partenariat éducatif à d'autres acteurs étatiques et non étatiques, nationaux et internationaux. Sous ce double objectif couvrent 4 principaux enjeux. Il s'agit, en premier lieu, de produire une réflexion sur le fonctionnement de l'université congolaise afin de comprendre les mécanismes et les bases de reproduction du système éducatif en l'absence des politiques publiques efficaces en matière d'éducation. En deuxième lieu, il est question d'esquisser un modèle de partenariat dans l'optique de la prise en charge globale des problèmes qui s'accumulent et assaillent l'enseignement supérieur et universitaire congolais. En troisième lieu, la vulgarisation de ce nouveau modèle de partenariat auprès d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire pourrait concourir à l'amélioration des conditions de travail et de vie au sein des dits établissements. Enfin, en quatrième lieu, faire prendre conscience aux uns et aux autres du fait que dans un contexte socio-économique en mutation, le partenariat entre l'université et les différents secteurs est plus que nécessaire pour gagner le pari de l'innovation et de la compétitivité, valeur cardinale du nouvel espace mondial d'enseignement supérieur et universitaire. 1.3. Posture méthodologique. Le regard sur le champ universitaire congolais se projette à partir de l'UNIKIN, la plus ancienne université du pays créée en 1954, la première en termes des effectifs des enseignants et des étudiants, la première à avoir mis en train le partenariat éducatif au niveau national. L'analyse se base sur une large enquête qui a touché les autorités académiques, les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, les responsables de différentes corporations ainsi que les étudiants. La démarche est essentiellement qualitative, fondée sur des entretiens individuels. Elle prend également appui sur l'exploitation en profondeur des documents ayant trait au partenariat éducatif, à l'évolution de l'université et au cadre d'analyse. La perspective adoptée dans ce travail est de longue durée, à l'effet de relativiser nombre d'impressions et de stratégies discursives très trompeuses produites par l'incessante évocation d'une crise, d'un abandon, d'un âge d'or fondateur, etc. Non pour enchasser la réalité étudiée dans des catégories abstraites, mais pour l'articuler dans des relations génétiques concrètes qui revêtent inévitablement un caractère individuel propre. Weber 1985/44. Nous remontons ainsi le filon pour repérer les premières traces des pratiques partenariales dès l'aube de l'institution scolaire, puis à la création de l'université congolaise qui s'est réalisée sur fond d'une crise comme en témoignent les analyses de Benoît Verhagen, 1978. 1.4. Niveau d'analyse. L'étude repose sur une approche non normative centrée sur les effets du partenariat et de la négociation des services pédagogiques et administratifs. Elle questionne de ce fait 2 niveaux. Le premier relève de la sociologie des institutions universitaires pour en saisir la dimension néocorporatiste, à travers l'étude de nouveaux acteurs collectifs, leur structuration et leur rapport avec l'instance étatique. Le second relève d'une sociologie politique visant plutôt à interroger les orientations contemporaines du politique africain, à partir des stratégies des acteurs dans les institutions non politiques à proprement parler. Il s'agit d'interroger l'approche néopatrimonialiste reformulée par Jean-François Bayard, 1989-2006, autour des notions de politique du ventre et d'instrumentalisation de l'extraversion, en essayant de construire la notion d'État concessionnaire, dans la foulée d'une problématique qui interroge le mode d'administration des services publics dans les États fragiles, Châtaignier et Magro 2007. De la sorte, il sera restitué à l'UNIKIN en particulier, et à l'enseignement supérieur et universitaire congolais, en général, sa propre historicité souvent occultée par une version locale de l'école dépendantiste qui renvoie toutes les transformations du paysage universitaire aux incursions politiques. Pourtant, c'est à l'aune de cette double détermination que se dévoile le mieux l'intelligence des dynamiques qui affectent le champ universitaire congolais. Ce positionnement heuristique interdit donc d'envisager la contribution des usagers sans référence à d'autres éléments de contexte ou de stratégie, comme l'absence de capitalisation susceptible de garantir les retraites des professeurs, la panne du renouvellement académique et la quasi-disparition d'une sanction du diplôme par le marché de l'emploi formel lui-même effondré, l'autonomisation des administrations assurant leur propre reproduction en l'absence des politiques publiques efficaces.
1.5. Filiation théorique. Les concepts structurants de l'étude ont été empruntés à la fois au dispositif théorique bourdieusien, champ, capital, marché, et dessadien, marché, arène. Leur usage simultané appelle des justifications pour vider d'entrée de jeu les malentendus dans l'appréhension des argumentations développées aux différents stades de l'analyse. Sans ignorer la différence des sensibilités paradigmatiques auxquelles ils renvoient, nous avons assigné à ces concepts le même statut heuristique dans la construction de cette étude. Ainsi, nous conférons la même portée sémantique aux concepts champ et arène dans une perspective plus souple pour indiquer à la fois les rapports de force du champ universitaire et les espaces de négociation et de contournement de la domination exploités par les acteurs sociaux. De même, le concept de marché est utilisé, dans son acception dessadienne, pour désigner l'espace où circulent et se commercialisent les biens matériels et symboliques, et au sens bourdieusien, pour mettre en évidence les investissements nécessaires au captage et à la rentabilité de 4 ordres de capital, économique, social, culturel et symbolique. Cette triangulation nous a paru plus enrichissant que ne le seraient les deux paradigmes considérés indépendamment. Elle nous a permis de nous mettre en garde contre l'appréhension plus contraignante des structures, hiérarchies académiques, telle qu'il peut résulter d'une application mécanique de la théorie du champ dans sa version bourdieusienne, de même qu'elle nous prévient contre une inclinaison à une conception trop labile des cadres institutionnels, certains parlent de la société liquide, très ouverte à toutes les stratégies d'acteurs telles que laisserait penser une interprétation malencontreuse de la perspective dessadienne. De même, elle offre l'avantage de privilégier une approche processuelle et factuelle du fonctionnement de l'institution universitaire ici considérée, à savoir, l'UNIKIN. C'est donc fort de ce mixage que nous avons déniché les logiques sous-jacentes au partenariat éducatif dans le champ universitaire congolais. Au clair, il s'agit de relever les effets de ce qu'Anthony Giddens appellerait la dualité du structurel en éclairant les contraintes que la faillite des institutions universitaires exerce sur la conduite des agents, et en même temps, voir dans quelle mesure ces agents exploitent ces contraintes pour assurer leur survie académique et socio-économique. Conclusion. Ce chapitre introductif a positionné l'étude dans l'ensemble de l'abondante littérature sur l'université congolaise de 20 dernières années. De tendance moraliste, cette littérature s'apitoie sur la décrépitude de l'université congolaise, victime de la marginalisation par les pouvoirs publics. Ainsi, pour Bernard Lututala Mumpasi, 2012/25, la situation actuelle de l'université de Kinshasa est le prix que cette université, et avec elle toute l'université congolaise, paie pour la résistance qu'elle oppose au pouvoir. Elle traduit un duel, ou à tout le moins une méfiance réciproque entre les pensionnaires de la colline du pouvoir politique, le mont Ngaliema, et ceux de la colline du savoir, le mont en bas. Sans nier cette détermination ou causalité extérieure, la perspective dans la présente étude a été inversée pour mettre en évidence la dynamique propre à l'université à partir de l'instrumentalisation de cet abandon par l'État, par les acteurs locaux pour assurer leur survie académique, économique et politique. Se fondant sur le principe de l'autonomie relative de chaque champ social, elle reconnaît les enjeux propres au champ universitaire congolais qui mobilisent les acteurs internes et par ce fait même, les réhabilite dans leur rôle d'acteurs historiques plutôt que de simples victimes ou marionnettes subissant passivement les coups de boutoir du champ politique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.